Bonjour à tous, je suis Léa. Et moi, c'est Lorlaï. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lépron. Pierre Durand et Japlou et Pierre Durand. Deux trajectoires qui s'entremêlent et qui font boum jusqu'à remporter l'or aux Jeux Olympiques de Séoul. C'était en 1988. L'histoire, nous en connaissons tous les contours et les grandes lignes, mais saviez-vous que Pierre Durand avait également connu et formé un autre crack tout aussi notoire, Laudanum ? Saviez-vous qu'il a été directeur de la Fédération française d'équitation, président du conseil d'administration de l'INSEP ? Cet épisode, c'est un peu l'histoire de notre sport, avec un grand H. Vous êtes à l'écoute du 47e épisode de I Am an Equestrian et on vous propose de découvrir ou redécouvrir le parcours de Pierre Durand. Vous vous rappelez de notre épisode 9 avec la directrice technique nationale Sophie Dubourg ? Cet épisode était annoncé par le célèbre sellier Forestier et nous sommes très fiers de vous annoncer le renouvellement de ce partenariat. La Maison Forestier, sellier français de qualité depuis 1950, offre tout son savoir-faire pour concevoir des selles de sport pour les cavaliers passionnés. Choisir une selle de la Maison Forestier, c'est avant tout s'assurer d'un savoir-faire artisanal qui allie la sécurité, la qualité et le confort pour le cheval et le cavalier. Chaque selle Forestier est fabriquée à la main et bénéficie de toute la passion de leurs artisans selliers pour concevoir la selle idéale pour vous et votre cheval. La reconnaissance et la qualité de la marque Forestier n'est plus à prouver et les cavaliers de concours complet ne sont pas en reste. Alexis Goury, Christopher Six, Nicolas Touzin ou encore Thibaut Fournier sont tous équipés sous les couleurs de Forestier Sellier. Et pour finir, ce partenariat n'a rien d'un hasard puisqu'en 1988, Pierre Durand devient champion olympique à Séoul avec son fidèle Japlou, déjà équipé en Forestier. Aujourd'hui, pour rendre hommage à cette belle histoire, la marque a donné le nom Séoul à sa selle double quartier de jumping. La Maison Forestier est présente sur les réseaux sociaux sous le nom @Forestier Sellier. N'hésitez pas à les suivre. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Pierre Durand. Avant tout, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet enregistrement avec nous aujourd'hui. On est très honorés de vous recevoir dans ce podcast. Pour vous présenter et vous introduire dans cet épisode, on doit inévitablement parler de votre carrière sportive, de votre titre olympique et puis évidemment, je crois, de Japlou. Il me semble que ce cheval est clairement lié à votre histoire et vous à la sienne. Vous êtes cavalier de saut d'obstacle, l'un des champions historiques de l'équitation française. Vos médailles en championnat sont nombreuses. Si nous devions n'en citer qu'une, ce serait sûrement celle en 1988, où vous décrochez la médaille d'or individuelle à l'occasion des Jeux Olympiques de Séoul. Vous avez aussi croisé la route du grand Laudanum, dont le monde se rappelle encore pour l'héritage qu'il a laissé à l'élevage français. Et quelques années après votre titre olympique, vous prenez la présidence de la Fédération française d'équitation pour un mandat qui durera 5 ans. Vous devenez ensuite présidente du conseil d'administration de l'INSEP et restez depuis très investie dans la vie sportive de notre pays. Nous sommes un peu jeunes pour avoir eu la chance de suivre et vivre chacun de vos exploits dans la presse ou la télévision, ou encore pour connaître vraiment votre histoire. Et c'est toute l'ambition de cet épisode. Découvrir cette histoire, vous entendre parler de vos victoires, de Japlou, des sports équestres dans les années 80 et puis des sports équestres aujourd'hui. Pour commencer, Pierre, est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce que vous avez fait la rencontre du cheval et quelles ont été les personnes clés qui vous ont amené à pratiquer ce sport de haut niveau ? Bonjour. Alors l'équitation chez moi n'était pas du tout quelque chose de prédestiné, puisqu'il n'y avait absolument aucune culture équestre dans ma famille. Il y avait par contre une culture sportive très très présente, puisque autant mon grand-père maternel que mon père étaient très investis sur le plan local, dans une équipe de football notamment, donc vous voyez, pas franchement grand-chose à voir avec l'équitation. Et c'est un peu par hasard donc, que j'ai été amené dans un premier temps à croiser au hasard d'une promenade avec mon grand-père à vélo un cheval et que j'ai été absolument subjugué, séduit, fasciné par l'animal et à partir de ce moment-là, je n'ai eu qu'une idée en tête, c'était monter à cheval.
Donc les débuts sont ceux-là, et j'ai eu le bonheur ensuite d'avoir donc dans mon entourage familial, je viens de vous les citer, mon grand-père, mon père, qui se sont à partir de ce moment-là investis plutôt dans l'équitation que dans le football. Ils ont délaissé leurs responsabilités, et mon père a créé un centre équestre, tout simplement, et c'est ce centre équestre qui m'a vu grandir dans l'équitation. Est-ce que vous pourriez nous dire qui vous étiez quand vous aviez 10 ans, 12 ans? Quels étaient vos rêves à l'époque, vos ambitions sportives, professionnelles? On a le chien qui nous accompagne, voilà, et qui parle dans le micro. Elle ne veut pas que vous me posiez des questions qui soient désagréables, donc elle est là, vous voyez, entre vous surveille. Deux. Bon, elle est toujours très présente, ma chienne, oui, c'est vrai, dans mon quotidien, et très, surtout, très protectrice. Là, voilà, qui va venir me retrouver, donc... la question était qui étiez-vous à l'âge de 10-12 ans? Comment peut-on se définir quand on a 10 ans? Bon, l'équitation, j'ai commencé à la pratiquer. La première fois que je suis monté à cheval, j'avais l'âge de 10 ans. Donc c'était d'ailleurs pas du tout dans le cadre d'un centre équestre, à l'occasion de vacances d'été en Andorre avec mes parents, et au pied de l'hôtel où nous étions, il y avait quelqu'un qui faisait faire des baptêmes à cheval sur des chevaux espagnols. Et donc évidemment, j'ai insisté auprès de mes parents pour faire cette initiation, que j'ai encore en mémoire. Et c'est là qu'a commencé en fait l'équitation. Alors j'étais un enfant heureux. D'abord, j'ai eu une enfance très heureuse, donc avec des parents vraiment très affectueux, très proches, très investis dans l'éducation, très investis dans les passions qui pouvaient être les miennes. Donc le football, bien sûr, jusqu'à l'âge de 10 ans. Ça, j'avais pas choisi, c'était un peu la tradition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis ensuite, eh bien, ils m'ont vraiment accompagné dans cette passion. Et à 10 ans, j'étais un garçon plutôt vivant, plutôt peut-être même, on aurait dit turbulent, qui avait un besoin d'action déjà, de beaucoup d'énergie, une énergie débordante, mais finalement un bon petit garçon. Donc très rapidement, je pratique l'équitation, je vous dis, dès le début, à 10 ans, et très très vite, ça devient une passion absolue, accompagné par mon père qui crée ce centre équestre, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je commence la compétition dès l'âge de 12 ans, et plutôt avec des succès. Une première jument qui était une jument espagnole, qui me qualifie pour les championnats de France cadets à l'époque, on appelait ça ainsi. Et je termine d'ailleurs en 69 vice-champion de France cadet. Donc avant Japlou, il y a eu d'autres choses. Ensuite, dans les années qui ont suivi, j'ai intégré l'équipe de France junior avec une anglo-arabe qui s'appelait Véleda. Donc j'ai pu faire les championnats d'Europe junior. Je termine 3e dans le championnat de France. Ça devait être junior en 72, sauf erreur de ma part. Et puis ensuite, il y a eu quand même, avant Japlou, il y a eu ensuite la rencontre avec mon premier très grand cheval qui s'appelait l'Odanum. Que j'ai eu jeune, je l'ai eu à 20 ans, à peine 20 ans, et qui lui était déjà un cheval à fort potentiel, un crack, et avec un autre cheval qui lui n'a malheureusement pas eu la même notoriété, mais avec lequel j'ai beaucoup gagné en international, qui s'appelait Carrefour, qui était un pur sang aussi. Donc j'avais 2 pur sang à l'époque qui m'ont hissé du niveau de junior international, enfin en tout cas du meilleur niveau, tout de suite au niveau senior, au meilleur niveau senior, puisqu'à 20 ans, je gagne avec le Danom le Grand Prix international de Pau. Alors, on ne sait pas ce que ça représente, mais à l'époque, il n'y avait pas évidemment les 1 étoile, 2, 3, 4, 5 étoiles. C'était pas du tout comme ça. Il y avait des concours internationaux où tout le monde s'engageait avec leurs meilleurs chevaux. Et là, c'était le concours de début d'année, toujours au mois d'avril, donc où tous les cavaliers, les meilleurs, venaient, français, étrangers, pour préparer Rome, qui était le grand concours ensuite début mai. Et là, je m'impose avec le Danom dans le Grand Prix. Il a 8 ans, j'en ai 20, devant le grand Marcel Rosier avec Bayard de Maupas, devant Hubert Parrot, devant David Broom, qui était une star anglaise à l'époque, devant plein de cavaliers comme cela.
et en équipe de France, notamment un an après, ils sont champions olympiques à Montréal. Donc ça avait fait beaucoup de bruit, cette victoire-là, bien sûr, et tout de suite, ça m'a mis le pied à l'étrier au niveau senior. C'était Jean Dorgex qui, à l'époque, était entraîneur-sélectionneur de l'équipe de France, et il m'a sélectionné dans l'année 75 sur des épreuves internationales en équipe de France. Donc j'ai tout de suite fait mes premières Coupes des Nations avec le Danone. Et ensuite, donc on est en 75, et en 60, Japlou né en 75, justement, d'ailleurs pratiquement le même jour où je gagne ce Grand Prix avec le Danone, c'est assez incroyable d'ailleurs, et 4 ans après, donc en 79, son éleveur, propriétaire, me propose de me le confier. Alors moi-même, je vais faire un retour en arrière du coup et vous parler de l'Odanum. Est-ce que quand vous avez rencontré ce cheval, vous aviez une idée de ce grand cheval qu'il allait devenir pour l'élevage français? Il y a contribué énormément. Est-ce que vous vous êtes rendu compte à ce moment-là que ce cheval était finalement absolument incroyable? Alors, incroyable, oui. Je ne savais pas ce qu'était le haut niveau international, donc je voyais bien que dans les compétitions régionales, puisque c'est là où je l'ai repéré la première fois, il éclaboussait de toute sa classe, son talent, la générosité des sauts qui étaient les siens. Il sautait avec aisance les obstacles jusque sur des hauteurs d'1,35 m, vous voyez, 1,40 m à peu près. Et il était monté par un cavalier, donc, et il s'avère que les propriétaires de l'Odanum, donc qui est un pur sang réformé de course, entier, ce qui était très très rare à l'époque. Maintenant, tous les chevaux de sport sont pratiquement entiers parce on espère, on investit dans une éventuelle carrière de reproducteur par la suite. À l'époque, c'était inenvisageable, surtout de la part d'un pur sang réformer des courses, parce qu'il y avait des contraintes telles qu'ils pouvaient difficilement être approuvés pour devenir des facteurs de chevaux de saut d'obstacles. Enfin, c'était assez compliqué, c'était limité dans le nombre des saillies qu'ils pouvaient faire. L'agrément, à l'époque, il n'y avait que des étalons des haras nationaux. Donc un étalon privé, pour obtenir d'être approuvé étalon, c'était compliqué. D'ailleurs, le Danone a passé 2 fois l'examen pour être approuvé. Il a été refusé dans un premier temps par les haras nationaux, puisque c'est eux qui approuvaient. Donc le Danone, j'avais vu qu'il était... D'abord, il était beau. C'est un cheval qui était magnifique, alezan, crin lavé. Alors évidemment, dans l'élevage, on dit que les crins lavés, c'est pas bon, c'est des mauvais tissus, fragiles. Mais enfin, en tout cas, il était d'une beauté incroyable. C'était un danseur étoile. Et il avait la légèreté d'un danseur étoile. Il sautait vraiment avec facilité, aisance. Donc je l'avais remarqué. Et non seulement remarqué, j'en rêvais. Et puis il s'avère que les propriétaires, un beau jour, sont venus. J'avais un peu de succès avec ma jument anglo-arabe en tant que junior, parce que là, à l'époque, j'étais junior. Et un jour, ils ont dit à mon père, on aimerait bien confier le Danone à votre fils. C'était en 74, c'était pour Noël. Ça n'a jamais été le plus beau Noël de ma vie que de recevoir ce cheval en cadeau. Et donc, j'ai eu le Danone comme ça, qui m'avait séduit. Alors, à ce moment-là, je ne me disais pas, c'est un cheval avec lequel je vais faire des grandes épreuves, mais comme j'étais très ambitieux et que j'avais déjà l'obsession d'aller aux Jeux Olympiques, je m'étais dit, mais je vais aller aux Jeux Olympiques avec lui. Voilà, donc assez rapidement quand même, je l'ai hissé donc, au haut niveau, très très vite, puisque je vous dis, 75, je gagne ce Grand Prix de référence. C'était vraiment un Grand Prix de référence à l'époque, en début d'année, tout début d'année. Et ça me propulse en équipe de France. Et j'espérais à ce moment-là, en 75, être bien dans l'équipe de France des Jeux Olympiques de 1976. Mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Et bien justement, vous allez nous raconter comment ça s'est passé de cette étape de votre vie où vous avez eu la chance de monter ce grand cheval qu'est le Danone jusqu'aux Jeux Olympiques de Séoul où vous avez été titré. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se sont succédés les étapes, les rencontres pour vous amener jusqu'à ces Jeux Olympiques? Alors évidemment, les succès remportés avec le Danone m'ont fait sortir de... je vais pas dire de l'anonymat, mais en tout cas m'ont fait connaître, en tout cas sur un plan national, puisqu'avant j'étais connu régionalement parlant, un peu dans les juniors bien sûr, mais enfin pas nationalement parlant. Donc je me suis hissé à partir de ce moment-là dans les meilleurs, les cavaliers les plus performants en tout cas sur le plan français.
Et j'ai donc attiré l'attention de Jean d'Orgex, qui à l'époque, lui, a vraiment mené une politique. C'est le premier d'ouverture sur les jeunes. C'était très compliqué d'intégrer l'équipe de France senior à l'époque quand on avait 20 ans. Et moi, je suis de la génération, je suis un tout petit peu plus jeune quand même, d'Hervé Godignon, de Christophe Cuillet, on a le même âge. J'espère que ce sont des noms qui vous parlent quand même. Hervé Godignon, oui, peut-être Christophe Cuillet, malheureusement un peu moins, mais c'était certainement le plus doué de notre génération. Étienne Laboutte, enfin, une vraie jolie génération de jeunes cavaliers. Et d'Orgex, tout de suite, nous a propulsés pour qu'on gagne de l'expérience au haut niveau. Et ça a été excessivement précieux parce qu'on a eu, quelque part, bénéficié d'une formation accéléré au plus haut niveau. En 75, je me suis retrouvé à Rotterdam, moi en équipe de France. Il y avait le grand Alwin Schockemöhle, il y avait tous ces grands cavaliers allemands qui étaient là. Donc c'était un apprentissage incroyable. Donc j'ai fait mon apprentissage, j'ai confirmé par des résultats, et donc je me suis fait remarquer. Et c'est comme ça que l'éleveur de Japplou, qui était quand même de la région, lui me connaissait déjà depuis bien longtemps, a voulu me confier un cheval. Et donc, de l'Odanum, Japplou est arrivé. Donc, je vous dis, en 79, il avait 5 ans. Mais ça a été très vite, puisqu'à 7 ans, on est champion de France senior quand même. Donc, à partir de ce moment-là, on intègre l'équipe de France pour ne plus la quitter jusqu'à la fin de sa carrière. 7 ans, champion de France. Ouais. Aujourd'hui, ce serait impensable. De toute manière, c'est interdit aujourd'hui de concourir pour les championnats de France à 7 ans. En tout cas, ils ont eu leur catégorie réservée. Exact. Et à l'époque, c'était pas du tout la même chose. Alors j'en sais d'autant plus qu'ils ont leur catégorie réservée, parce que c'est quand j'étais président de la fédération qu'on a créé justement la génération des épreuves réservées aux 7 ans. Mais il faut se replacer à cette époque-là. On n'était pas du tout dans cette logique, j'allais dire. Et dès qu'un cheval présentait des qualités, qu'il voulait bien les exprimer, eh bien, il était présenté dans les compétitions où il se révélait performant. Et là, en l'occurrence, moi, je ne faisais que reproduire ce que faisaient les autres cavaliers. Marcel Rosier, c'était la grande époque de Marcel Rosier, d'Hubert Parrot, son beau-frère et d'autres, qui disputaient des grandes épreuves avec des chevaux de 7 ans. Il y a même, en 68, aux Jeux Olympiques de Mexico, un fameux cavalier argentin qui a monté un cheval de l'âge de 5 ans. 5 ans ? 5 ans. Oui, 5 ans. Le cavalier s'appelait Hugo Arambide, il avait un cheval gris, et ce cheval avait 5 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, globalement, un cheval était bon, on le testait, il voulait bien faire, on le faisait. Alors, c'était évidemment pas la bonne façon de faire, parce qu'on ne prenait pas le temps, bien sûr, de les laisser grandir, y compris dans leur physique, de gagner en maturité, et que donc il y a beaucoup de chevaux, malheureusement, qui ont été grillés, entre guillemets, d'excellents chevaux sur des carrières prématurées. Mais même gagner avec le Danum à 8 ans, le Grand Prix que j'ai gagné, c'était absolument impressionnant. Mais j'étais quand même, moi, de cette jeune génération, certes, mais qui avait vu ces chevaux. Donc, quand Japplou est arrivé, j'ai quand même pris le temps de sa formation, parce qu'il est rentré dans mes écuries à l'âge de 5 ans. Et je n'ai fait que 4 parcours à 5 ans avec lui, parce que j'ai compris qu'il fallait le former, c'est-à-dire le former, le dresser. Parce qu'il n'était pas dressé, en plus, comme il était croisement trotteur pur sang, il avait un galop qui était très compliqué à gérer dans l'équilibre. Et donc, j'ai pris le temps, là pour le coup, de vraiment installer les bases d'un vrai dressage. D'abord, je me suis dit, c'est la destinée qui me met avec ce cheval-là. Son propriétaire éleveur, monsieur Henri Delage, dont je vous ai parlé tout à l'heure, depuis que j'étais gamin et que j'avais du succès, me disait petit, un jour j'aurai un cheval pour toi et tu feras des grandes choses avec. Et quand il est venu m'amener ce cheval dans lequel je ne croyais pas du tout, Japplou, à 4 ans, il m'est présenté la première fois à 4 ans, il fait 1m58, peut-être pas. Croisement, donc père trotteur, mère pur sang, donc c'était un physique déjà assez atypique, déséquilibré. J'allais dire une avant-main de pur sang et une arrière-main de trotteur, donc assez ingrat physiquement, des allures assez communes. Franchement, il fallait être devin pour se dire que ce cheval-là allait devenir le cheval star qu'il est devenu. Mais d'un autre côté, j'étais pas superstitieux, mais
Je me suis dit, cet homme-là, il est tellement convaincant, il veut tellement me confier un cheval, et si c'était ce cheval qui allait enfin me porter vers le rêve olympique qui était le mien. Donc quand il est rentré dans mes écuries, la chance que je lui ai donnée, c'est que je me suis dit, c'est peut-être celui-là, donc il faut vraiment que tu le considères avec respect, bien évidemment, mais que tu le considères, c'est-à-dire que tu le formes véritablement, que tu le dresses parfaitement. J'avais bien compris l'importance du dressage, pour être précis, après l'obstacle. Et donc je l'ai bien dressé pendant toute cette année, donc de 5 ans, l'hiver de 6 ans. Et dans l'année de 6 ans, il n'a rejoint sa génération de 6 ans qu'au mois d'août. Jusque-là, il a fait des petites épreuves, on va dire, à 1m10, 1m15, pas forcément d'ailleurs le circuit classique des jeunes chevaux. Mais j'ai raccroché le circuit jeunes chevaux à 6 ans, parce que je pensais quand même le présenter à la finale, pour voir un petit peu ce qu'il valait en comparaison des chevaux de sa génération. Et à l'époque, on pouvait se qualifier pour la finale des jeunes chevaux sans être obligé d'avoir fait le circuit. C'était sur les gains qu'ils étaient, et donc on pouvait avoir des gains dans d'autres épreuves. Et donc j'ai pu me qualifier, et en fait, il a rejoint sa génération et le niveau donc de ses comparses au moment de la finale de Fontainebleau à 6 ans. Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose dans la personnalité, dans le mental de ce cheval qui faisait la différence, pouvait faire penser vraiment qu'il pouvait atteindre des grosses épreuves, des grosses échéances? Bon, d'abord, quand je l'ai accueilli dans mes écuries, je vous le dis très sincèrement, ça serait tellement plus facile pour moi de dire, mais bien sûr, j'avais vu que c'était un grand cheval, évidemment, rien du tout. Je n'y croyais pas. Et d'ailleurs, j'y croyais tellement peu que je l'avais pris à l'essai pendant 1 mois et que je l'ai pratiquement pas monté pendant ce mois-là à la maison. C'était mon stagiaire qui le montait, bien sûr, quand même pour qu'il sorte du box. Et puis, un peu pris de remords, avant d'appeler le propriétaire pratiquement au terme de la période d'1 mois pour lui dire oui, je le garde ou non, je ne le garde pas, je suis monté sur Japlou. Je ne suis pas allé dans une carrière, le faire travailler ni le faire sauter. Je suis allé me promener tellement j'y croyais pas. Et je suis parti tout seul en promenade, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Et ce cheval-là, il faisait des écarts absolument partout, parce qu'il était très sur l'œil. Et il était d'une vivacité sur ces écarts qui était absolument incroyable. Je n'avais jamais ressenti ça. Même pourtant, j'avais monté des chevaux qui avaient du sang, anglo-arabe, des pur sang. Mais lui, il faisait des écarts de 2-3 mètres comme ça, rien que sur une réaction. Et j'avais ressenti qu'il avait une énergie hors du commun, que je n'avais jamais ressenti sur un cheval à ce moment-là. Donc il m'a intrigué, simplement. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que, intrigué, j'ai dit au propriétaire, finalement, je vais le garder pour voir. Donc à ce moment-là, je n'y crois pas. Après, je commence à m'intéresser à lui. Très vite, je me rends compte quand même qu'à l'obstacle, effectivement, il révèle une vraie générosité, une vraie force, que cette énergie que j'avais ressentie, elle se traduit dans l'effort, dans le saut, puisqu'il avait une propulsion assez incroyable. Et donc, assez vite, je vois qu'il a quelques aptitudes, bien sûr, mais il avait des trajectoires qui n'étaient pas justes, il sautait avec les antérieurs très en dessous, enfin bon. Mais on ressentait quelque chose d'assez incroyable. Et beaucoup de caractère, c'est-à-dire qu'il ne se laissait pas faire, jamais violent, jamais, c'est un cheval qui s'est jamais, par exemple, pointé, qui n'a jamais rué, mais il résistait vraiment quand on voulait le dominer un peu par la force. Et il opposait une vraie résistance. Donc c'était un cheval avec lequel il m'a fallu apprendre à être excessivement diplomate, poli, pour l'amener à adhérer à ce que je voulais lui faire faire. Donc ça, c'était des qualités qu'il a révélées très rapidement. Et après, la première année, donc où je le sors en compétition, ça doit être mon 3e parcours avec lui. J'avais fait deux épreuves à Pompadour et 2 épreuves au Touquet. Et au Touquet, c'était quand même dans les épreuves de 5 ans. Et il y avait un triple. À l'époque, c'était comme ça. Et il y avait un triple avec une entrée sur un mur. On verrait jamais ça maintenant, mais bon, c'était comme ça. Ça se faisait d'ailleurs. Avec 2 foulées en auxerre et 2 foulées en verticale en sortie. Et je suis rentré absolument normalement dans mon triple. Et il a fait une foulée et une foulée. Mais sans que je le sollicite pour le faire, bien sûr, et tellement naturellement que quand je suis sorti de piste,
Les observateurs qui étaient là m'ont dit, mais tu t'es rendu compte de ce que tu as fait dans le triple? Et il m'a fallu me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour moi, ça s'était fait d'une façon tellement naturelle que je n'avais même presque pas compris qu'il m'avait fait une foulée, là où il y en avait 2 à chaque fois à faire. Et là, ça révélait quand même un cheval qui avait une envergure, rien que sur sa propulsion, sur son impulsion, qui avait une détente prodigieuse, quoi. Donc là, franchement, on se dit, tiens, c'est un petit phénomène. Les championnats de France, je reviens un peu en arrière, et puis ensuite, tout ne se passe pas finalement comme vous l'aviez espéré. Alors les championnats, d'abord 6 ans, donc finale des 6 ans, il retrouve toute sa génération, qui était une très grande génération, puisqu'il y a des chevaux qui ont fait une grande carrière internationale. Après, Je t'adore, qui était aux Jeux Olympiques de Los Angeles avec Eric Navet, mais qui était plutôt le cheval de Hervé Godignon à l'époque. Il y avait Jiva, le cheval de Philippe Rosier. Il y avait Janus de Ver, qui était un cheval aussi de Philippe Rosier, qui a fait une excellente carrière. Juniperus. Il y avait Jalisco, le cheval de Xavier Lerède, qui était un grand cheval. Il y avait Givaro, enfin il y avait au moins une dizaine de très grands chevaux qui ont fait une grande carrière. Donc c'était une génération vraiment de talent. Et Japlou, pendant ce championnat de France qui avait duré, je crois, 2-3 jours d'épreuve, s'est hissé, puisque le dernier jour, sur la finale, on va dire, on est 2, je crois, à faire, il me semble qu'il y avait 2 parcours, 2 doubles sans faute. Et là, d'un seul coup, il commence à exploser à la vue de tout le monde. Et moi, je me rends compte que, eh bien, le retard, a priori, qu'il avait, il l'avait rattrapé sur la génération de ses congénères, qui étaient tous des très grands chevaux, et que, eh bien, il y avait quand même un cheval vraiment qui méritait une attention particulière. Donc, fin d'année de 6 ans. Fin d'année de 6 ans, je gagne un grand prix qui serait aujourd'hui un grand prix Pro 1, en indoor, à Lille, je me souviens, 6 ans. Et là, tout de suite, je suis embarqué dans le team équipe de France. On fait un stage à Fontainebleau à l'époque. Marcel Rosier, qui est entraîneur-sélectionneur à l'époque, donc avec les Flambeaux, Galoubet, tous ces chevaux-là. Et dans la perspective, ensuite, dans l'année qui vient, de faire des compétitions internationales. Et je suis sélectionné, donc, au mois de mars de la même année, 7 ans. Donc il n'avait même pas 7 ans, puisqu'il est né... Si, il est né en mars. Non, le Danum, je ne sais plus à quelle date il était né, pardon. Enfin, il avait juste 7 ans, pour faire ma première épreuve officielle en équipe de France et de Coupe des Nations, c'était à Genève. C'est en indoor, pas dans le hall que vous connaissez aujourd'hui, c'était à la patinoire, et je fais un double sans faute. Et à partir de ce moment-là, je suis ensuite sélectionné, non pas dans l'équipe première, mais dans l'équipe bis, on va dire. Je vais à Madrid, Barcelone. Là, pareil, il fait encore double sans faute dans les Coupes des Nations. Il se révèle déjà à 7 ans hyper performant dans les épreuves majeures. Hein. Et chance, et à la fois malchance, 1982, c'est l'année où l'équipe de France est pour la première fois championne du monde. C'était à Dublin, et les championnats du monde étaient très tôt dans l'année, c'était en juin. L'époque, je vous rappelle, de cette équipe, c'était Gilles de Balanda avec le fameux Galoubet, qui à l'époque était le cheval star, Frédéric Cottier avec Flambeau, qui ensuite a fait une carrière d'exception, Michel Robert, déjà avec un très bon cheval qui s'appelait Idéal de la Haye, et Patrick Caron, l'emblématique entraîneur de l'équipe de France, avec son cheval Éole. Il gagne les championnats du monde. C'est en juin. Et au mois de juillet, il y avait le concours, le CSI Hauts-de-France, qui n'était pas à La Bolle, comme c'est le cas aujourd'hui, mais qui était à Longchamp, sur l'hippodrome de Longchamp. Et là-dessus, donc il y a une sélection française d'une dizaine de cavaliers, comme d'habitude, puisqu'on est en France. Donc Rosier me sélectionne. Et dans les jours qui précèdent le concours, Patrick Caron, donc l'équipe de France championne du monde, qui venait devant son public pour après son titre. Ils n'avaient pas fait d'autres compétitions, donc ils étaient attendus quand même. Patrick Caron, son cheval, révèle des problèmes de santé dans les jours qui précèdent, donc déclare forfait. Marcel Rosier fait rentrer le 5e cavalier, qui était Jean-Marc Nicolas avec Mador, dans l'équipe.
et me met en 5e remplaçant avec Japlou qui a 7 ans. Et manque de chance, Mador avec Jean-Marc Nicolas, les 2 premiers jours de la compétition, ça se passe pas bien du tout pour eux. Et donc le jour de la Coupe des Nations, eh bien, il m'intègre, il me sélectionne pour faire la Coupe des Nations avec Japlou et intégrer l'équipe de France championne du monde. Et là, il y a eu la Dream Team, on peut dire. C'était la seule fois que cette équipe s'est présentée sur un terrain. C'était Galoubet, pour parler des chevaux. Galoubet, Gilles de Balanda. Flambeau, je l'ai dit, Frédéric Cottier. Idéal de la Haye, Michel Robert. Et Japlou, et votre humble serviteur. 7 ans. 7 ans. Alors, ça se passe pas très bien. Pour un couac qui a été raconté, mais qui est vrai, c'est que malheureusement, au moment où je rentre sur la piste, je devais être le 3e à rentrer de l'équipe, il y a la ministre des Sports de l'époque, qui s'appelait Edwige Avis, qui vient sur le terrain de compétition. Et le speaker de terrain, qui n'était autre que, vous n'avez pas connu, mais c'était une grande légende, Léon Zitrone, annonce au public, et nous avons l'honneur de recevoir, parce que c'était pas fréquent que les ministres des Sports allaient sur les concours hippiques, la ministre des Sports, Madame Edwige Avis. Et n'oublions pas qu'à l'époque, on est en 82, François Mitterrand est élu depuis 1 an, c'est un gouvernement socialiste, le milieu de l'équitation n'est pas forcément de gauche, et il y a une bronca du public qui s'élève des tribunes pour son arrivée. Au lieu de l'applaudir, il la siffle, il l'a eu, enfin c'est un truc infernal. Et moi je suis au milieu de la piste, je me suis présenté, j'attends qu'on me donne le départ. Et là il y a un trouble énorme, Léon Zitrone essaie de calmer la foule, en disant mais enfin, etc., etc. Et il se passe une espèce d'éternité avant que le calme ne revienne. Et dans ma tête, moi je me dis, dans ce brouhaha, j'ai pas entendu le départ qui m'a été donné par la cloche. Et avec un doute, je prends le départ, mais je le prends pas tout de suite quand même, parce que je dis, et je fais le grand tour du terrain, comme si quelqu'un, on avait 1 minute à l'époque, pas 45 secondes, donc je pars devant la tribune du jury, et je fais le grand tour du terrain qui était grand, petit côté, grand côté, petit côté, pour reprendre, en me disant, ils voient bien que je suis en train de me préparer, et si j'ai pas entendu, ils vont quand même, dans cet intervalle-là, je vais entendre la cloche. Je passe, je me souviens, à côté de l'équipe de France qui était sur le bord de la piste, là, les Rosiers, je fais comme ça, ils me disent, bon, et je m'engage, je saute le numéro 1, et à la réception numéro 1, j'entends la cloche, et ils me disent, monsieur, vous n'êtes parti sans qu'on vous en ait donné l'autorisation, donc vous êtes éliminé. Je saute un obstacle, de la première manche de l'épreuve par équipe, je suis éliminé. Donc là, c'est d'abord la colère absolue du public, de tout le monde, bien sûr. Moi, je suis dévasté en me disant, bougre d'imbécile, t'aurais pu être plus attentif, mais c'était compliqué. Soit. Et je fais la 2e manche, quand même, et je dois faire 4 points, je me souviens. On est 2e de cette Coupe des Nations. Et le dimanche, je fais le Grand Prix quand même. Donc vous voyez, 7 ans, Coupe des Nations, 3 jours après le Grand Prix. Et là, pour la première fois, Japlou fait comprendre que l'évolution est quand même un peu trop rapide. Et il m'élimine dans le... Non, il me fait tomber déjà. Il refuse l'entrée du triple, du Grand Prix. Et il me propulse. C'est ma première chute spectaculaire avec lui. Et là, et voilà, et ça s'arrête là. Et ensuite, bien sûr, je n'ai plus de sélection du mois de juillet, donc je fais les concours nationaux, etc. Et je me prépare en me disant, je suis oublié, là, carrément oublié. Et je me dis, le rendez-vous au championnat de France au mois d'octobre, où finalement je vais montrer que vous n'aviez pas tort de me faire confiance ou de nous faire confiance, parce que là, je vais gagner le titre de champion de France. Et c'est ce qui se passe. 4 jours de compétition, 5 parcours sans faute, pas une faute aux obstacles. Ça s'est rarement vu. 7 ans, et je gagne le titre devant Patrick Caron, champion du monde par équipe, qui est 2e. Michel Robert, avec Idéal de la Haye, donc des ténors, parce qu'à l'époque, championnat de France, c'était un rendez-vous incontournable. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose qui était boudé, où on ne se présentait pas avec son 2e ou 3e cheval. Donc, on venait là avec son meilleur cheval,
Le titre de champion de France avait une forte signification et ça vous donnait une vraie crédibilité. Donc voilà. Allez voir le parcours d'ailleurs, parce que je ne sais pas pour quelle raison, sur Facebook, là, il sort, c'est le parcours de la dernière manche. On le partagera. Honnêtement, quand on voit ce parcours, même moi aujourd'hui, ça me bluffe, quoi. Il a 7 ans. S'en suivent 2 Olympiades. Oui, ils s'en suivent. Alors, des championnats d'Europe d'abord. Tout de suite, ça me réhabilite d'être champion de France, bien sûr. Donc, ensuite, 83. Parce que la fin de l'année se fait, dans des grands concours encore, je ne sais plus ce qui se passe, ça se passe très bien en tout cas. 83, donc là, j'intègre vraiment l'équipe de France première, on va dire, comme des choses comme ça, le groupe 1, comme ils disent aujourd'hui, dans la perspective des championnats d'Europe, puisque là, c'était les championnats d'Europe en 83. Et je fais les championnats d'Europe en 83, il a 8 ans. Je termine 12e, donc ça se passe plutôt bien. On n'est pas sur le podium par équipe, je ne sais plus ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'est Flambeau qui est le premier couple et Frédéric Cotier qui doit terminer pas loin du podium d'ailleurs. Non, il est podium, il est médaille de bronze, sauf erreur de ma part, en individuel. Et moi, je suis 9e. Ce qui a 9 ans sur 4 parcours des championnats d'Europe. C'était à Ixten en Angleterre en plus. C'était pas donné. C'était déjà assez faramineux, quoi. Et donc, bien sûr, la perspective, c'était les Jeux Olympiques. C'était mon rêve de gamin, enfin d'adolescent. Dès l'âge de 13 ans, je m'étais mis ça dans la tête, donc je voulais aller aux Jeux Olympiques. Donc 83, ça se passe plutôt très bien. Donc plein d'épreuves par équipe, Coupe des Nations, un peu partout dans le monde, Aix-la-Chapelle, bien sûr, toutes ces compétitions-là, tous les grands concours, Rome, etc. Et puis 84, donc sélection pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, où, je ne sais pas si je vous raconte ce qui s'est passé, tout le monde le sait, où ça ne se passe pas tout à fait comme souhaité. Alors, il faut vous savoir que, donc 84, Japlou a 9 ans, il s'est tellement imposé en équipe de France que déjà, depuis l'année précédente, dans toutes les épreuves par équipe, on est toujours les derniers à passer pour l'équipe. C'est-à-dire la place à responsabilité, c'est-à-dire où il faut toujours aller chercher un parcours sans faute pour améliorer le score de l'équipe, voire pour aller chercher une médaille. Donc, quand vous rentrez sur la piste, généralement en deuxième manche, vous n'avez pas d'autre alternative que d'être sans faute. Donc, c'est lourd. C'est en responsabilité pour l'équipe, parce qu'on est responsabilisé pour le collectif, pas individuel. À ce moment-là, on joue quand même pour tout le monde. Donc c'est lourd, c'est exigeant. Donc souvent, d'ailleurs, c'est des parcours qu'on monte avec plus d'exigence vis-à-vis du cheval pour être certain qu'il ne va pas tutoyer un obstacle et qu'on soit sans faute. Donc c'est lourd. Mais je suis toujours dans cette position de numéro 4, ce qui était très honnêtement, pour l'âge du cheval, même mon expérience à moi, du haut niveau, du très haut niveau que je faisais véritablement avec lui à ce moment-là, malgré mon parcours de junior et tout ce qui s'ensuit, c'était un peu prématuré, honnêtement. Et au jeu, je me retrouve quand même encore en numéro 4. Et donc la deuxième manche, on le sait, de cette épreuve par équipe, où pour qu'on soit médaillé de bronze, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, mais les gens ne connaissent pas l'histoire. C'était pas une médaille d'or ni une médaille d'argent, c'était une médaille de bronze qu'on pouvait avoir, c'était déjà fabuleux, à la condition que je fasse un parcours sans faute. Donc quand je suis rentré en piste, j'avais pas d'autre choix que d'être sans faute. Et donc j'ai monté Japlou, bien sûr, avec cette pression énorme d'une médaille olympique possible. Et j'ai été très exigeant avec lui sur tous les premiers sauts, jusqu'à l'obstacle numéro 10, où là... Il avait marqué des petits signes de fébrilité déjà avant, parce qu'il produisait beaucoup d'efforts. Ça se passait bien jusque-là. Je l'avais laissé un petit peu relâcher parce qu'il y avait une respiration entre deux obstacles. Au moins, il y avait 45 mètres, 50 mètres faciles. Et puis quand je me suis un petit peu réveillé, on peut le dire, pour préparer l'abord de l'obstacle qui arrivait, c'était trop tard et la distance n'était pas bonne. Donc il s'arrête, il me propulse. C'est la chute en Mondiovision et les espoirs de l'équipe de France et les miens d'une médaille, d'un podium qui sont douchés. Ça marque, c'était très traumatisant. Très traumatisant. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'après, derrière, il y a eu l'épreuve individuelle que j'ai faite. Et là, je termine 12e aussi. Mais 12e avec la peur au ventre. En me disant, pourvu qu'il ne s'arrête pas de nouveau.
Et l'épreuve individuelle, c'est toujours plus difficile que l'épreuve par équipe. Et finalement, on termine 12e, ce qui était déjà exceptionnel. À égalité, je me souviens qu'un cheval comme le cheval de Big Ben de Yann Millard, le fameux Yann Millard, qui a fait les beaux jours de l'équipe du Canada pendant 10 ans aussi, Big Ben. Donc des chevaux stars. Donc je m'étais plutôt bien ressaisi pour cette épreuve par équipe, alors que j'étais vraiment très diminué, en tout cas mentalement. Et je me suis rendu compte, j'avais fait 3 fautes sur les 2 parcours. Il n'y avait pas eu de sans faute, pas de double sans faute. Les médailles, ils barrent à 4 points. Et j'avais fait au moins 2 fautes que j'aurais pu éviter si j'avais été en confiance avec Japlou. J'aurais pu facilement éviter. Et là, c'est là où j'ai vraiment pris conscience. C'est paradoxal. C'était globalement sur une situation d'échec sur ces jeux-là. J'ai pris conscience dans l'épreuve individuelle que Japlou avait le potentiel de pouvoir m'amener au titre olympique, parce que si je l'avais mieux piloté, avec une plus grande confiance, je pouvais éviter 2 fautes. Donc j'étais barragiste avec ceux qui barraient pour les médailles d'or. Donc je me suis dit oui, j'ai le pot. Et donc voilà. Et là, s'en suivent quand même des mois assez difficiles. Alors oui, des mois, des jours, des semaines effroyables. Effroyables. Je le dis souvent, c'est pas d'une façon, comment dirais-je, forcée ni excessive. Mais d'abord, c'est sûr que j'aurais pu en mourir sportivement. Ça, c'est sûr. Je pourrais dire que j'aurais pu presque en mourir tout simplement. Parce que d'un seul coup, j'avais failli, j'estimais, moi, j'avais donc une détestation de moi-même, je perdu toute ma confiance, l'estime en moi. En plus, vous imaginez que les critiques ont été particulièrement sévères me concernant, parce qu'il n'y avait pas grande indulgence. Et donc, quand je suis rentré de là-bas, ça a été la curée, quoi. Donc, j'ai subi tout ça. Ça a été dur. Mais c'était au mois d'août. Je me souviens, donc là, j'avais envie d'arrêter, tout simplement, l'équitation. Déjà, j'avais des offres pour Japlou, donc c'était pas très compliqué de le vendre, d'une part, de monnayer même un cheval à des prix déjà excessivement séduisants. Et puis j'ai fini par me ressaisir, parce que c'est ma nature, donc je me suis dit, je peux pas rester sur un échec, c'est pas possible. Comme celui-là, mais j'étais démonétisé. Aux yeux de tout le monde, j'étais démonétisé. Et là, je me suis dit encore, championnat de France, comme en 82. Il y a un championnat de France qui se déroulait à Vichy cette année-là. Je vais y aller pour gagner le championnat de France. Mais avant, j'étais tellement à ce point obsédé de prouver que j'avais ma place, que je me suis dit, il faut que tu repartes à zéro. Il faut que tu te prouves déjà à toi-même que tu as cette capacité-là. Donc il y avait des championnats d'Aquitaine. C'est pas grand-chose, les championnats d'Aquitaine, quand vous regardez des Jeux Olympiques. Et là, j'avais une très bonne jument, mais qui était une jument de vitesse. Je me suis dit déjà, engage-toi au championnat d'Aquitaine et sois champion d'Aquitaine avant de prétendre te hisser de nouveau au plus haut niveau. Si tu n'en es pas capable, sur un plan régional, de gagner, autant dire que j'y suis allé, ça devait être début septembre, je gagne le championnat d'Aquitaine. Donc tout de suite, ce sont des petites victoires, mais des victoires qui ont une importance considérable pour regagner de l'estime, forger une nouvelle confiance. Et donc rendez-vous, début octobre, comme toujours, au championnat de France. Et là, je suis vice-champion de France. Je suis battu simplement par Gilles de Balanda à l'époque. Mais donc je fais un très beau championnat de France, et donc je reviens tout à fait au niveau qui était le nôtre, quoi. Mais voilà, donc l'année se termine dans la douleur, hein, quand même, bien sûr, mais je regagne quand même mes galons. Donc 85 se profile, grande année, puisqu'on organisait les championnats d'Europe en France, à Dinard très précisément. Et on était très attendus, bien sûr. Donc je passe sur ce qui s'est fait entre-temps, je suis sélectionné dans l'équipe de France, bien sûr, pour Dinard, avec toujours Flambeau et Frédéric Cottier. Il faut savoir que Flambeau, Frédéric Cottier, Japlou, Pierre Durand, ça a été 10 ans de l'équipe de France. C'était les 2 piliers de l'équipe de France qui étaient capables de sortir à chaque fois un double sans faute en Coupe des Nations.
Donc à partir de ce moment-là, ça vous hissait quand même l'équipe à un très haut niveau. Il suffisait qu'il y ait un autre des deux autres cavaliers qui fasse au moins un parcours correct, et on gagnait plein d'épreuves à l'époque de Coupe des Nations. On était vraiment au sommet de l'équitation. Et donc Flambeau, et on se présente au championnat d'Europe. L'équipe, c'était donc Flambeau, Côtier, Gilles de Balanda avec une jument qui s'appelait Laurie Pierre, et Michel Robert avec Lafayette. Alors on était très attendus en France. Donc, et puis malheureusement, voilà encore qu'il arrive une mésaventure, un couac absolu. Il m'arrive, en tout cas à moi, c'est que le premier jour, donc l'épreuve de vitesse, de chasse, on appelle ça, je passais toujours en dernier de l'équipe. Il n'y avait pas énormément d'équipes engagées à ces championnats d'Europe. Il devait y en avoir une dizaine ou une douzaine, pas plus. Et donc on était entre nous à 10-12 chevaux. Gilles de Balanda qui était avant moi, il était 12 chevaux avant. Et donc on détendait pratiquement. L'un finissait sa détente pour entrer en piste, l'autre commençait à sauter. Et là, donc, Gilles allait rentrer, et moi, je demande à commencer à détendre Japlou à l'obstacle. Et à l'époque, c'était autorisé. J'étais habitué à sauter un double. Parce que Japlou avait beaucoup de trajectoires, et il fallait toujours travailler la justesse de sa trajectoire dans les combinaisons, parce qu'il se recevait très loin derrière l'obstacle. Donc quand il y avait une foulée courte, il était obligé de rétrécir sa foulée pour sauter l'obstacle qui venait. Quand c'était des obstacles très larges, ça le mettait en difficulté. Donc il fallait toujours travailler son sommet de trajectoire, qu'il soit placé au bon endroit, qu'il n'aille pas se réceptionner trop loin. Et donc c'était par un travail de gymnastique à l'obstacle, de succession d'obstacles très rapprochés, qu'il apprenait à se maîtriser. Et donc je commençais toujours mes détentes jusqu'à la fin de sa carrière. Je sais qu'il y en a qui sont toujours promptes à donner des avis, puisque dans le film on voit cette chute, ils ont dit mais comment il travaillait encore sur un double? Bah oui, il y a des chevaux qui ont des aptitudes naturelles, c'était le cas de l'Odanum. Il y a des chevaux qui ont des aptitudes mais qu'il faut continuellement travailler. Parce que sinon, ils ont aussi des défauts majeurs qui peuvent... Japlou, il avait un défaut qui était une qualité énorme, il avait trop de trajectoire. Donc il fallait toujours, et je vous dis, jusqu'à la fin de sa carrière, et Dieu sait si elle a été prestigieuse, j'ai dû faire ce travail-là. Donc, soit, je demande un double, à 2 foulées, mais pas haut, 1 mètre, 1m10, c'était juste faire une petite gymnastique, tranquillement. À ce moment-là, j'avais demandé à Éric Navet, qui était dans l'équipe de France des Jeux Olympiques avec nous à Los Angeles, et que j'appréciais beaucoup, pour lequel j'avais beaucoup d'estime, de respect et autres. Il n'était pas dans l'équipe, et je lui ai dit, viens au paddock avec moi pour m'aider, pour qu'on échange, pour voir si tout se passe bien, si le cheval saute bien. C'est une façon aussi d'échanger, de se donner confiance. Et donc, je dis à Éric et à mon groom, mettez-moi le double habituel. Le groom connaissait lui. Et à ce moment-là, Marcel Rosier entend ça. Il était en train de finir la détente avec Gilles de Balanda, donc un petit peu dans l'excitation d'un championnat d'Europe en France, donc il fallait réussir à tout prix. Il dit non, c'est moi qui vais mettre le double, donc il compte les pas, il met le double. Moi, je m'en préoccupe pas. Je continue à galoper, et puis je me présente sur le double, tout doucement, tranquillement, comme d'habitude. Et là, le cheval fait son saut sur le vertical. Il fait une foulée, et hop, au lieu de faire 2 foulées, il part sur la première foulée. Et évidemment, comme il n'est pas sollicité pour ça par moi, il saute, il tombe dans le milieu de l'oxaire, qui faisait 1 mètre, 1m10 de large. Panache. Donc on se retrouve par terre. Et quand le cheval se relève, il a une jambe, carrément, qui ne repose plus sur le sol, quoi. Donc là, on craint le pire, qu'il se soit cassé le boulet, une fracture d'une phalange, ou carrément un problème tendineux grave. Et je suis à 10 numéros de rentrer en piste. Donc là, c'est l'affolement général. La veto de l'équipe de France, c'était une vétérinaire à l'époque, tout de suite à court.
On fait marcher le cheval pour voir. Et puis là, le décompte commençait. J'étais plus qu'à 8 chevaux de rentrer en piste, 6 chevaux. Et puis au bout de 5 minutes, le cheval commence à reposer le pied au sol. Et après l'avoir ausculté, elle dit, il n'y a rien de grave, mais voilà, ça a été douloureux. Il s'est tordu le boulet. Et donc, alors là, on s'interroge pour savoir si on prend le départ ou pas. On était en France. Japlou, c'était un des piliers de cette équipe. Et donc, il est décidé de prendre le départ en se disant « Inch'Allah, on verra bien si ça se passe pas bien en piste, tu arrêtes ». Et donc, je remonte sur le cheval, je le marche pour qu'il s'échauffe, je saute un obstacle et je rentre en piste. Et là-dessus, je termine 3e quand même de l'épreuve de chasse. Mais le cheval avait pédalé dans beaucoup d'auxerres, ce qu'il ne faisait jamais, ce qui prouve qu'il n'était pas bien. Et dès 1 heure après l'épreuve, il ne mettait plus un pied par terre. Et le cheval, il a été pendant... Le lendemain, il y avait l'épreuve par équipe. À l'époque, les 2 manches étaient le même jour. Et pour qu'il puisse faire cette manche, il a marché toute la nuit pour ne pas qu'il soit... Il était très ankylosé de partout. Les pieds dans la glace, etc. Il a marché toute la nuit pour rester chaud musculairement. Je fais l'épreuve par équipe où je fais, je crois, 100 fautes et 8 points. Voilà. Et puis après, je termine le championnat, mais il a eu un temps de repos d'une journée. Et donc, je termine là aussi 9e de ce championnat d'Europe. Donc, c'était plutôt pas mal. Mais on n'est pas médaillé par équipe. Et on n'est pas médaillé non plus en individuel, puisque Frédéric Flambeau, qui était quand même notre leader à l'époque, termine 9e. Là. Mais ce qui se passe, conférence de presse d'après championnat d'Europe, vous, la presse, vous voulez interviewer au moins l'entraîneur national, puisque les cavaliers non, et l'entraîneur national donc est interviewé. Il dit, écoutez, de toute façon, on n'a pas de médaille. Alors évidemment, il était mis sur le grill, parce qu'il n'y avait pas de médaille ni par équipe, ni individuelle. Alors, est-ce que vous avez fait les bonnes sélections? Est-ce que... nanana, et si Japlou avait été à 100% parce qu'il n'y avait pas eu cette chute, on aurait probablement eu une médaille par équipe. Les conférences de presse se terminent là-dessus. Nous, les cavaliers, on était partis parce qu'on était assez déçus, rentrés chez nous. Et le lendemain matin, il y a un article incendiaire dans l'Équipe et le Figaro, où je répète, dans le Figaro, il est dit, par le journaliste à l'époque, Durand et Cotier, ces jeunes 68ards qui lisent Libération parce que ça fait brancher. Parce on était les 2 seuls à avoir quelques études, et on passait pour les intellos de la bande, donc les contestataires, les ceci, les cela. Faut l'écrire quand même, ça. Et donc les responsables de la Bérésina, tout simplement. Alors là, évidemment, moi je l'ai vécu très mal, comme une trahison. Donc je fais une conférence de presse dans la semaine, où je demande le départ, tout simplement, de Marcel Rosier. Donc ça veut dire que là, tout de suite, j'ai été de nouveau placardisé. J'étais le sale petit garnement qui se comportait mal, qui était irrespectueux. Donc j'ai été mis au placard. Si ce n'est que quand même tout ce que j'avais dit et justifié, ça a fait son cheminement. Et à la fin de cette année 85, c'est là où nous avons choisi, parce que c'est les cavaliers qui ont choisi, Patrick Caron, qui est devenu l'entraîneur emblématique et à succès de l'équipe de France pendant 15 ans. Et moi, à ce moment-là, bien sûr, ma place n'était plus contestée du tout. Patrick était un garçon, outre ses compétences techniques et le fait qu'il soit un grand homme de cheval, il était très honnête avec nous, toujours très honnête. Quand il y avait des contre-performances, il les prenait toujours pour lui vis-à-vis des journalistes, donc il nous protégeait parfaitement, donc on avait une confiance absolue. Et ce climat de confiance a fait que les mêmes cavaliers qui avaient subi 2 échecs, 84-85, en 86, on monte pour la première fois sur un podium mondial, nous, cette équipe-là, à Aix-la-Chapelle, c'est pas rien, on a médaille de bronze, et moi je suis finaliste à titre individuel des championnats du monde. Donc ça c'est 86. 87, je suis champion d'Europe, individuel, médaillé d'argent avec l'équipe. Séoul, 88, je suis champion olympique, on est médaillé de bronze. Et dans l'intervalle, ce qu'on oublie, mais qu'il ne faut pas oublier, 3 finales de Coupe du Monde, voilà, dont 3 podiums. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Déjà, 85, je suis 3e
de la finale de la Coupe du Monde à Berlin. 88, l'année des Jeux Olympiques, je suis deuxième de la finale de la Coupe du Monde à Göteborg, derrière Yann Millard et le fameux comment il s'appelle ? Et dans l'intervalle, 87, donc champion d'Europe, devant Milton, rien que ça, et Nick Skelton qui est troisième. Donc en prenant la tête du championnat d'Europe dès la première épreuve, et j'ai été d'ailleurs à jamais, et je le serai à jamais, le premier champion d'Europe senior français, puisqu'il n'y en avait jamais eu avant. Merci pour avoir retracé ce récit très complet. Est-ce que vous êtes reconnaissant envers ce cheval pour tout ce qu'il a apporté à votre vie ? Reconnaissant, c'est même peut-être pas suffisant. Japlou, il m'a aidé à réaliser mon rêve d'adolescent. On rêve tous. Alors ça dépend des rêves que l'on a, bien sûr, mais là, en l'occurrence, j'ai rêvé adolescent en regardant les Jeux Olympiques de Mexico à la télévision, d'un jour devenir champion olympique. Alors, c'était un rêve candide d'adolescent. Je ne savais pas si... Mais à partir de ce moment-là, en tout cas, c'est devenu très rapidement une forme d'obsession en moi. Je voulais aller aux Jeux Olympiques, je voulais être champion olympique, comme Pierre-Jean Cardoriola, qui était mon modèle, l'avait été auparavant, à 2 reprises d'ailleurs. Et donc tout mon itinéraire, après, s'est construit en poursuivant cet objectif qui était très très clair. C'était aller aux Jeux Olympiques pour être champion olympique. Donc Japlou arrive et se révèle être le cheval qui va me permettre de réaliser ce rêve en 88, après m'avoir fait champion d'Europe, après m'avoir fait 2 fois champion de France, puisque j'avais été en 86 aussi. On est passé, après avoir fait 3 podiums mondiaux, avoir gagné 5 Grands Prix de CSIO, 5 Grands Prix de finale de Coupe du Monde, enfin un palmarès, ne parlons pas et les doubles sans faute dans les Coupes des Nations. Donc Japlou m'offre ce titre, enfin me permet en tout cas d'accéder à ce titre qui était mon rêve. Donc reconnaissant et faible, je lui dois tout, enfin je lui dois... Voilà, d'avoir réalisé ce à quoi je tenais le plus, ce qui a donné pendant 33 ans, puisque j'ai été champion olympique à l'âge de 33 ans, ce qui a donné un sens à ma vie, véritablement un sens à ma vie, au moins jusqu'à l'âge de 33 ans. Donc Japlou, il a évidemment plus que mon affection, il a mon amour, il a mon respect, il a mon estime, C'était mon prolongement, c'était mon alter ego, on ne faisait qu'un. Donc c'était une partie de moi. On aimerait évoquer un tout petit peu une autre partie de votre vie. Après avoir été champion olympique, vous devenez président de la fédération et président du conseil d'administration de l'INSEP. Vous avez donc eu plusieurs métiers assez différents finalement. Est-ce que vous seriez vu faire autre chose de votre vie et passer totalement à côté du cheval ? Oui, parce que c'est probablement ce qui aurait pu se passer. Je vous ai plongé tout à l'heure dans mon enfance, dans la famille dans laquelle j'ai grandi, donc qui n'était pas du tout, comme je vous l'ai dit, de la culture équestre, ni de près ni de loin. Donc moi je suis pas un enfant de la balle du tout. Je suis venu totalement d'un milieu extérieur, sportif. Donc probablement que j'aurais été un sportif. Le football me plaisait beaucoup. Je jouais plutôt pas mal au football d'ailleurs. Je ne sais pas si j'aurais été un grand joueur de football, mais j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, il en a mieux valu pour Michel Platini, parce qu'on a le même âge exactement. Donc je pense qu'il n'aurait pas fait la carrière qu'il a faite si j'avais été footballeur. Je jouais au même poste que lui. Mais non, ça, c'est une boutade, bien sûr. Mais j'aurais été sportif. Je suis sportif. Donc j'aime déjà l'action. Je vous ai dit que jeune, je débordais d'énergie. Donc j'ai besoin de consumer mon énergie dans l'action. Donc j'aurais fait du sport, tennis. J'ai beaucoup pratiqué le tennis pendant longtemps. Je ne sais pas quel sport j'aurais pratiqué, mais j'en aurais fait un. Est-ce que j'aurais voulu être un champion ? Je suis assez ambitieux, probablement que oui. L'aurais-je été ? Je n'en sais rien. Mais j'aurais pu aussi ne pas être dans le sport. Pour quelle raison ? Parce que j'avais un merveilleux équilibre au sein de ma famille. Moi, j'avais un papa qui m'encourageait à faire du sport, qui me soutenait, qui m'accompagnait, qui
me précédait même parfois dans mes objectifs ou dans mes envies. Mais j'avais une maman qui était excessivement intransigeante sur la scolarité, sur les études, sur le fait d'avoir un métier, comme elle disait. Et pour elle, être sportif professionnel, surtout dans les années 80, c'était pas un métier, quel qu'il soit. Donc, inenvisageable. Le sport, oui, mais après les études. Donc, dans un premier temps, et elle a très bien, heureusement qu'elle a été ferme, parce qu'à un moment donné où évidemment j'aurais préféré arrêter mes études pour ne faire que du cheval, elle est restée très intransigeante sur ce sujet-là, et donc elle m'a poussé à poursuivre mes études et à aller vers un métier qui a été celui, en l'occurrence, d'administrateur judiciaire, syndic, que j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans, paradoxalement, tout le temps de ma carrière de haut niveau. Mais j'aurais pu, oui, avoir une activité professionnelle, peut-être pas celle qui a été la mienne. Je rêvais à l'époque d'être commissaire de police, donc aussi, peut-être, en tout cas, des métiers dans la justice, ou dans le... Voilà. Donc c'est pas impossible, effectivement, que j'aurais très bien pu passer à côté d'une carrière ou d'une vie de sportif. En tout cas de haut niveau. Vous le savez, on a enregistré un épisode avec Virginie Coupry un petit peu plus tôt ce matin, et pendant cet épisode, ça vous ne le savez pas, mais on a parlé de vous, enfin elle a parlé de vous. On évoquait les problématiques de la médiatisation des sports équestres, et Virginie nous indiquait qu'à l'époque, du coup, il y a quelques années déjà, vous étiez une grande figure emblématique et médiatique pour les sports équestres, pour le grand public. Et que c'est quelque chose qui s'est perdu, qu'on a perdu. On aurait besoin maintenant d'un sportif, d'un cavalier qui vienne porter, qui vienne promouvoir les sports équestres auprès du grand public. Est-ce que déjà c'est quelque chose que vous faisiez naturellement ? Est-ce que c'est simplement votre côté communicant qui était présent, qui a toujours été présent et qui faisait que vous étiez médiatisé ? Ou est-ce que vous aviez déjà à l'époque une volonté d'essayer de médiatiser votre sport ? Alors, cette médiatisation, elle procède de plusieurs raisons. Alors, effectivement, j'étais plutôt une tendance à communiquer assez naturellement, puisque Marcel Rosier m'appelait l'avocat. Ça voulait dire que j'étais toujours celui qui parlait, voire même qui pouvait plaider des causes qui n'étaient pas les siennes. Donc, c'était assez, j'allais dire, dans ma personnalité. Donc de communiquer. Deux, à l'époque, on avait bien conscience déjà que l'équitation avait besoin de gagner en médiatisation, surtout auprès du grand public. Donc quand on avait la chance d'être sous les projecteurs des grands médias, eh ben, il fallait jouer le jeu. Il ne fallait pas refuser une interview ou la traiter par-dessus la jambe. Il fallait au contraire s'y préparer et essayer de présenter l'équitation, notre sport, de la meilleure façon qui soit. Donc ça, ça a toujours été mon engagement, moi en tout cas, et la conscience que j'avais des choses. C'est pas ce qui a suffi pour faire la médiatisation qui a été la nôtre. Bon, d'abord, à l'époque, il faut se resituer à l'époque, on est dans les années 80, quand il y avait de l'équitation à la télévision, ce n'était que sur des chaînes publiques. Donc, par définition, grand public. C'est-à-dire, c'était TF1, TF1, non, ça s'appelait pas TF1, c'était la 1, la 2, voire la 3 après. Donc, c'est les chaînes publiques donc, qui pouvaient être vues, quand il y avait une retransmission, pouvaient être vues par le grand public. Et à l'époque, notamment, France 2, enfin la 2, jouait bien le jeu, et il venait couvrir l'équitation sur des grands rendez-vous de l'année, Aix-la-Chapelle, qui est évidemment le temple de l'équitation, le CSI Hauts-de-France, le championnat de France, qui était très couvert à l'époque médiatiquement parlant. Et on le voit dans la séquence qui circule sur les réseaux en ce moment du parcours. On voit que c'est en fait sur le plateau d'Antenne 2 qu'il relaie ce parcours en entier le soir où je suis champion de France. Donc vous imaginez aujourd'hui si on le voyait sur la 1 ou sur la 2. Donc ça avait un impact considérable. Même si on était vu moins souvent, on était vu mieux et on était vu par le grand public. Donc ça c'était assez formidable d'ailleurs parce que le grand public pouvait s'intéresser à l'équitation, s'initier. Ça avait une valeur aussi pédagogique qui était très intéressante. Donc on a bénéficié aussi de cette couverture, j'allais dire,
médiatique qui était plus grand public, au même titre avec la presse écrite. Je vous ai parlé tout à l'heure, bien sûr, de l'équipe qui, à l'époque, nous suivait sur un CSIO pendant 4 jours. Il y avait un article d'une demi-page dans l'équipe. Aujourd'hui, vous ne voyez plus rien, pratiquement. Il y avait le Figaro qui faisait une tribune, qui nous suivait aussi. Donc, c'était considérable. L'Écho avait des performances ou des contre-performances, c'était considérable. Ensuite, il y a eu le fait, comme vous disent les professionnels des médias, quand on est parmi les sports qui ne sont pas les plus populaires, comme le football ou autres, qui sont couverts naturellement par les grands médias, vous faites partie des sports dits un peu oubliés, pour qu'on aille vous s'intéresser à vous, il faut qu'il y ait quelque chose de particulier. Et il faut qu'il y ait une histoire à raconter, ils vous disent. Et avec Japlou, l'histoire, elle était toute trouvée. C'est le scénario d'un film. La preuve, il y en a eu un. Il n'y a même pas besoin de travailler le scénario. C'est à 7 ans déjà éclore comme cela. Déjà, c'est relaté par France 2 à l'époque. Ensuite, c'est la chute de Los Angeles en Mondiovision, qui a donné lieu aux commentaires qu'on imagine, y compris des médias. Donc, mais c'est vu. Et puis, il y a eu donc ces déboires. Donc, on aime beaucoup les histoires où les gens ont des cicatrices, être un petit peu Rocky. Et puis qu'après, d'un seul coup, cette belle histoire, dans la sueur, dans la souffrance, dans le sang, on pourrait presque dire, se transforme en un conte de fées par les magnifiques performances qui se réalisent. Donc Japlou, Pierre Durand, c'était un couple qui était une histoire incroyable. Également, dernier facteur que je citerai, c'est que nous avons quand même 10 années de très haut niveau. Pas une seule année où on ne soit pas présent. Je vous ai dit 4 championnats d'Europe, 2 championnats du monde, 5 finales de Coupe du Monde, 2 Jeux Olympiques. Donc on revenait comme un feuilleton. Donc on nous suivait. Et puis il y a eu un autre miracle, c'est les coïncidences de la vie, c'est que nous soyons confrontés à un autre couple emblématique de l'époque, qui était celui de Milton et de John Whittaker. Et c'était une histoire incroyable parce qu'elle passionnait tout le monde. Les uns étaient pour le noir, les autres pour le blanc, pour le français, pour l'anglais. On incarnait les rivalités de nos deux pays et on s'est retrouvés plusieurs fois au coude à coude, dans des barrages, dans des championnats d'Europe, où ça se jouait entre lui et moi, entre Milton et Japlou. Et donc, enfin, notre sport présentait aussi une dualité. Donc, devenait plus lisible. Et puis, on pouvait prendre parti. Et les gens prenaient parti, comme Prost, Senna, comme Nadal et Federer. Ils étaient pour, ils étaient contre, et donc ça passionnait. Voilà. Les uns attendaient que l'autre fasse la faute, il y en a d'autres qui voulaient que ce soit... Donc, ça a créé une passion et on s'est quand même confronté au plus haut niveau pendant au moins 4 saisons. Et les gens attendaient. Une année, Jacinthe Giscard d'Estaing, qui organisait le fameux jumping de Bercy, Coupe du Monde, au Vélodrome de Bercy, me disait qu'elle avait fait un sondage pour savoir pourquoi les gens venaient, parce que c'était plein comme un œuf à l'époque. Pour le Grand Prix, il y avait 14 000 personnes dans l'enceinte de Bercy. Mais il disait que dans les sondages qu'on fait, ils disent on vient voir Japlou et Milton. Donc il y a eu toutes ces raisons qui font qu'on a été très médiatisé, qu'on est passé dans notre notoriété au-delà des frontières de notre sport, des supporters de notre sport et des passionnés de notre sport. On a touché, pour tout simplement vous faire comprendre à vous qu'il y a d'une génération, un autre public que celui d'Equidia. Et c'est la raison pour laquelle on est resté dans les mémoires encore aujourd'hui. Et là où est le problème, c'est que, on a perdu cette place dans les grands médias, dans les chaînes généralistes, sauf peut-être pour les Jeux, et encore à la condition qu'on fasse des performances. Sinon, on passerait bien sous silence le fait qu'on soit aux Jeux Olympiques. Ça va quand on a les médailles, quand on n'en a pas, on n'en parle pas. Championnat du monde, vous n'en voyez plus un à la télévision. Championnat d'Europe, pas vraiment, sauf sur en streaming maintenant, etc. Mais vous ne les voyez plus nulle part. Depuis qu'il n'y a plus Equidia, même plus nulle part. Et donc on est
carrément aujourd'hui plus qu'oublié. On n'existe pas sur la planète, j'allais dire malheureusement, médiatique. C'est pas faute de ne pas avoir d'excellentes cavalières et cavaliers. Alors ce qui aussi aujourd'hui contribue au fait que ce soit plus compliqué de promouvoir aussi médiatiquement un cavalier, une cavalière ou un cheval ou autre, c'est que les carrières sont beaucoup plus courtes des chevaux, beaucoup plus courtes. Voire les couples qui sont faits avec un succès avec un cavalier, ils se scindent par la vente d'un cheval très rapidement. Donc on ne peut plus suivre et s'attacher à un couple, vous voyez, qui après devient reconnaissable entre tous et dont on attend quelque chose parce qu'il n'y a plus ces histoires à raconter. Donc ça, c'est sûr que c'est un handicap pour gagner un plus grand rayonnement médiatique aujourd'hui. Cet épisode risque d'être un peu plus long que les autres, mais il y a quand même une question que je voudrais vous poser avant de clore cette interview, parce que je pense que votre réponse peut être très intéressante. Vous nous l'avez dit, vous venez d'un milieu dans lequel il n'y avait pas de cavalier, vous auriez pu faire n'importe quel sport, etc. Est-ce que, de votre regard à vous, qui avez traversé les années des sports équestres, qui en voyez encore l'évolution aujourd'hui, vous pensez qu'il est possible aujourd'hui pour un jeune cavalier qui arrive d'un milieu lambda, enfin, en tout cas pas d'une famille de cavaliers, de réussir à vivre le rêve sportif, et voire même olympique, comme ça a pu être votre cas à vous? Alors, tout est toujours possible. Et nous l'avons démontré avec Japlou. Moi, je ne venais pas du sérail, pas de culture équestre, un apprentissage équestre qui s'est fait convenablement, mais pas sur toujours les bases les plus classiques, fondamentales. Japlou, qui était un croisement hasardeux, un cheval au physique ingrat, petit de taille, donc on n'était pas fait pour être des champions. Donc on l'a été. Donc ce qui veut dire que tout est possible. Et surtout, j'invite ceux qui nous écouteront, qui nous verront, à continuer à rêver, surtout. Qu'ils soient autorisés à rêver et à ne se mettre aucune limite dans leur rêve. Mais, je dois reconnaître qu'évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué encore que ça ne l'était à mon époque. Ça l'était déjà à mon époque, parce que tous les cavaliers étaient des pros déjà, ou de familles de pros. Philippe Rosier, Éric Navet, Xavier Lorraine, Gilles de Balanda, étaient des enfants de la balle, ce qu'on appelle, auxquels on avait transmis naturellement ça dans leur gène pratiquement. Donc c'était déjà compliqué de faire sa place au milieu de tout le monde. Mais c'était encore possible. Aujourd'hui, c'est évidemment un parcours, un itinéraire qui est beaucoup plus compliqué et qui se complique tout simplement et malheureusement, ce que je déplore totalement, c'est que pour aujourd'hui arriver au très haut niveau, on parle plus de très haut niveau, on parle de grand sport, maintenant peu importe, on parle de la même chose, les 5 étoiles, les championnats, intégrer une équipe nationale, l'équipe de France. Aujourd'hui, ça ne passe plus uniquement sur vos compétences, sur vos qualités. Ça paye par le fait que vous soyez en capacité de pouvoir accéder et participer à certaines compétitions, et vous ne pouvez le faire que si vous payez des engagements très chers, voire des à côté, qui font qu'on vous invite dans ces compétitions-là. Et si vous n'êtes pas sur ce circuit-là, vous n'avez aucune chance, pour ainsi dire, de pouvoir d'abord vous révéler et de pouvoir vous imposer. Donc, la sélection ne se fait plus sur la pure performance sportive, comme c'était le cas à mon époque. Quand on gagnait, même si on était décrié, même si on n'était pas apprécié, si vous répétiez les performances, on était presque dans l'obligation de vous prendre, j'allais dire, en équipe de France. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et puis pour faire ces performances, encore faut-il aller au haut niveau. Si on ne vous permet pas d'y aller, que vous ne pouvez pas financièrement, soit bien sûr avoir les partenaires chevaux de qualité, mais ça c'était déjà vrai, ça a toujours été vrai. Et les chevaux, même à mon époque, ils coûtaient très cher. Japlou, en 83, on m'en a proposé 10 millions de francs. Si vous faites le calcul, si vous essayez de le faire avec l'érosion monétaire, vous allez voir que c'était des sommes colossales. C'est-à-dire que c'est un cheval qui valait aujourd'hui pratiquement la même chose en euros. Donc c'était beaucoup d'argent. Un cheval rare,
a toujours valu beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ils valent très très cher. Donc il faut avoir ou des partenaires propriétaires, ou des sponsors, mais comme on n'est pas très médiatisé, on ne peut pas parler de sponsoring véritablement, on va parler plutôt de mécénat, qui veuillent bien investir, garder un cheval quand on leur fait des offres mirifiques, pour que vous puissiez continuer à progresser, et puis qu'à la limite, tous vos soutiens financiers soient capables de vous offrir le ticket qui va vous permettre de participer au circuit 5 étoiles du Global Champions Tour, de Valence, de je ne sais où on sait très bien que vous ne pouvez pas y participer uniquement, sauf si vous êtes dans les 10 premiers mondiaux quasiment, sur vos performances. Bon, donc ça, c'est un handicap considérable. Je le déplore, je trouve même que c'est une inégalité de chance, c'est une forme de discrimination qui me peine beaucoup parce que je connais des cavalières, des cavaliers de talent, de grands talents, probablement l'équivalent de ceux qu'on voit parfois en 5 étoiles, qui ne peuvent pas franchir cette dernière marche-là. Donc, et il faut les franchir pour espérer être champion olympique. Donc voilà. Donc c'est devenu beaucoup, beaucoup plus compliqué, et parce que le critère financier a pris malheureusement le pas sur le critère purement sportif, de la valeur de la performance sportive. Ce sera ma dernière question, je crois. Vous avez une trajectoire de vie très riche, très intense. On est chez vous ici, on peut voir vos trophées, vos médailles. Vous avez remporté toutes les médailles que vous rêviez de remporter. Vous venez de nous le dire. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent à cette trajectoire de vie pour être totalement complète et épanouissante ? Trajectoire de vie, pas de vie sportive, de vie. De vie. La sérénité. On aspire tous à la paix intérieure, à la sérénité, à l'harmonie. J'y travaille ardemment, tous les jours. J'y parviens, je m'améliore chaque jour. D'ailleurs, vous voyez mon environnement, il est plutôt paisible, agréable, équilibrant. Donc c'est ce à quoi je travaille. Alors c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Pierre Durand. Très aimable, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en avez appris plus sur l'histoire de Japlou. Info, savez-vous que Pierre Durand a aussi écrit un livre pour raconter son histoire ? Ce livre s'appelle Japlou aux éditions Michel Lafon. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.